François Bon, 1925-2025, 100 ans pile au jour près, mais chaque jour pendant un an, on est avec Howard Phillips Lovecraft dans une année totalement charnière, mais surtout qui nous laisse une sorte de miracle, année documentée au jour le jour dans ces petits calepins qu'il utilise chaque année, mais en 1925, alors je répète, l'original est bien sûr conservé à la John Hay Library, la bibliothèque de l'université Brown de Providence. J'ai eu la chance en 2015 de travailler sur l'original pendant 2 mois, aussi sur le Commonplace Book, et le carnet avec toutes les techniques d'écriture surnaturelle de 1933. Ça a été un programme tellement magnifique. À l'époque, bien sûr, c'était pas numérisé, mais j'avais déjà ramené quelques mauvaises photos. Mais depuis 2 ans, ce document inestimable, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand monde pour s'y intéresser. En tout cas, à la John Hay Library, on vous amenait ça dans une espèce de boîte en carton, là, où il y avait tous ces trucs, là, le dactylogramme du Commonplace Book, le petit carnet, là, cousu par Lovecraft lui-même. Et puis donc ça c'est juste parce que toute cette année 1925, depuis le 31 décembre, il loue un studio, environ $10 par semaine, au 169 Clinton Street, un quartier populaire de Brooklyn Heights, pendant que son épouse Sonia, d'abord a dû prendre un travail à Cincinnati, et là est revenue à New York pour question de santé. Bientôt, ils vont de nouveau se séparer, et ce séjour extrêmement intense pour Lovecraft dans son statut, dans sa formation d'écrivain, dans aussi les relations dont il nous fait part directement avec ceux qu'il appelle The Boys. Ils ont constitué ce qu'ils appellent le Kalem Club parce qu'ils sont 2 ou 3 dont l'initiale Kirk, je sais plus qui commence par K, d'autres dont l'initiale commence par L, comme Lovecraft, Loveman, et d'autres dont l'initiale commence par M, Morton, McNeil, l'autre elle qui me manquait, c'était Leeds, puis sans doute, et puis Reinhard Kleiner. Voilà, ça y est, j'ai la petite troupe de ce micro-cénacle littéraire qui prend très à cœur ces réunions hebdomadaires. Et puis Kirk, qui est le voisin directement du dessus de Lovecraft, c'est avec lui qu'on fait les grandes randonnées de nuit. Ils sont 2 à explorer la ville en marchant, et ça, aujourd'hui, on va en parler. Donc c'est un document inestimable pour l'histoire de la littérature, tout simplement. Alors on va y voir de suite. Aujourd'hui, il y aura un petit peu aussi des surprises. On va un peu changer le mode de fonctionnement, mais on est bien obligé, et que comme ça qu'on renouvelle nous aussi là, nos pauvres yeux, s'il s'agissait juste de dire, tenez, ordi, vous voyez, regardez, encore une semaine de fête, s'écrit-il le joyeux, ça doit être la 9e. En tout cas, on a fait tout janvier, tout février. On arrive donc au samedi 7 mars. Je répète, toujours une journée d'écart. Nous, on est vendredi. Eux, ils sont samedi. Et c'est encore un peu plus compliqué parce que le samedi soir, il va commencer à lire le journal du dimanche, le Sunday Times, avec les suppléments hebdomadaires littéraires, magazines, photos. J'en parle parce que là, nous aussi, on va faire une petite anticipation. Et ce 7 mars, si on s'en tenait là à ces notations, on finirait vite par les trouver un peu répétitives, quoique, lever à midi, ça a été tous les jours, up, noon, 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 up, noon. Lovecraft se lève à midi, ce qui veut dire en général que c'est pas avant 3-4 heures du matin qu'il se pose là. Oui, ils sont à 2, ils ont juste un tout petit couchage, donc par contre il a une Morris Chair là, où la nuit, il lit, il bouquine, et le matin, Sonia s'en va tôt à Manhattan. Toutes ces questions de recherche de travail, on va encore le voir aujourd'hui. Quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? On lit. Et par contre, on n'a pas... Alors si,
Et ça, justement, ce sera le bonheur. C'est que c'est pas tous les jours qu'on a le détail lu de telle heure à telle heure, tel livre lu de telle heure à telle heure. Non, c'est que tel jour, il nous dira à cette heure-là, le matin, j'étais en train de lire ça. Il y a les livres du matin, il y a les livres de la nuit, il y a les livres qu'on lit intensément sur une certaine durée. Et là, en ce moment, on sait il s'est procuré il y a quelque temps toute une gamme de livres sur l'histoire de la Nouvelle-Angleterre, l'histoire du vieux Boston. Et vous savez, comme tout ça va entrer comme du charbon dans la chaudière dans l'invention de ce qui n'existe pas encore, la ville d'Arkham avec elle aussi son université, avec sa bibliothèque, avec la pièce maudite dans la bibliothèque où il y a tous ensemble, où il y a bien sûr le Necronomicon, ce livre dont bien sûr on parlera en détail. Tenez, par exemple, le Pléiade, là, qui a sorti Gallimard à 70 balles, ils en parlent pas, les textes, là, sur le Necronomicon. Il y a des choses bizarres dans la Bible. Nous, c'est le contraire. On en parlera de près et de très près, écrit par l'arabe fou. Mais comment il s'appelle, l'arabe fou? Abdul Al-Azred. Al-Azred? Ah ouais, en anglais, ça fait Al-Azred. L'arabe fou qui a tout lu. Ouais, mais qu'est-ce que... Un point commun entre Flaubert et Lovecraft. 3, 2, 1, 0, vous séchez. Eh bien, le grand-père, avant qu'on sache lire, quand il vous prend sur les genoux, des fois, c'est une bonne leçon, parce que tu essayes d'en faire autant, mais c'est pas facile aujourd'hui. Il lui lisait les 1001 nuits, comme faisait aussi le grand-père de Flaubert, les 1001 nuits, et puis même Don Quichotte, juste après. Don Quichotte, je sais pas pour Lovecraft, mais évidemment, ça fait partie là de son truc. Retour au 7 mars, ça y est, on est chaud, vous aussi, moi ça y est en tout cas. On retrouve Sonia à 16h, donc quand il la retrouve, en général, c'est parce que, il s'en va à Manhattan, la preuve, 34e rue, toujours cette rue si populaire, où il y a la Penn Station, où il y a le Madison Square Garden, et puis tout au bout, là où il y a maintenant un tunnel, et récemment encore, vous avez vu ça, c'était il y a 3 jours, il y avait un ferry depuis 60 ans, et bien le ferry, ça a été son dernier voyage, on l'a ferraillé, on avait vu des belles photos de ce ferry, c'est là qu'il y a B&H. Alors non, mes vidéos ne sont pas sponsorisées, elles ne sont même pas monétisées, mes vidéos, c'est ce qui vous permet de ne pas avoir de pub à l'avant, à l'arrière, au milieu, et en compensation de ça, inscrivez-vous. Vous recevrez là tout l'accès au dossier réservé, tous les suppléments. C'est des questions aussi dont il faut parler. Il y a B&H, et B&H, c'est au bout de la 34e rue, là, tout près de la Hudson. C'est la mecque du matériel photographique. On parle avec les vendeurs, ils vous conseillent, et hop, le truc arrive là par des rails au-dessus de votre tête jusque là. Allez, c'est une digression, mais l'esprit de la 34e rue, il est déjà là. Vous savez que donc on se retrouve pas du côté B&H, plutôt du côté la Public Library, au coin de la 5e avenue et de la 34e, et ils s'en vont pour dîner. Alors on dîne effectivement toujours un petit peu tôt là chez les Lovecraft à la 42e rue dans une cafétéria. Alors normalement 42e rue, ils ont un petit restaurant italien qu'ils aiment beaucoup, le Milan, où là des spaghettis bolognaises. Ouais, mais là ils sont simplement à la cafétéria. Et on revient à la maison ensuite, toujours pareil, c'est seulement depuis que Lovecraft et Sonia partagent le 169 Clinton Street, qu'on s'achète régulièrement quelques courses pour grignoter à la maison. C'est-à-dire quand il s'est levé à midi, peut-être qu'il se fait un peu de café et un petit bout de fromage sur un bout de pain. On va avoir tous ces détails bientôt de façon beaucoup plus claire. Et là, encore une fois hier, j'ai médit. Encore une fois hier, je me suis lancé dans des conjectures aventureuses. Encore une fois hier, j'ai atteint à la dignité de Howard Phillips Lovecraft. Je vous en demande pardon et je vais rectifier immédiatement le tir. Hier, j'ai dit vous allez voir, demain, j'étais lancé comme ça. Oui, c'est l'impro qui compte, tu comprends. Et c'est dans l'impro que tu trouves. Alors, tu dis des bêtises, mais aussi tu trouves des pistes.
Alors, tant pis, c'est au choix. Mais enfin bon, dans le PDF, c'est sérieux. Et puis après, les PDF, en fonction là de tous les petits commentaires qui m'arrivent et tout ça, les compléments, les liens, puisque maintenant on est une bonne centaine à être rassemblés dans ce travail, eh bien, les compiles, on les solidifie. Et vous verrez qu'au bout de l'année, on aura un sacré boulot. Même si 12 fois 200, ça fera quoi? Ça ferait un livre de 2400 pages. Bon non, on va faire toute une série de petits livres. Allez, je reviens. Là, hier, j'avais dit, vous verrez demain, c'est une histoire de balai. Pour l'instant, Lovecraft, il vivait en célibataire, il s'était même pas acheté un balai. Eh ben si, regardez. Mes excuses, Howard Phillips Lovecraft, mes excuses posthumes. Je suis allé sur ta tombe me recueillir 2 fois, je suis allé sur ta tombe me recueillir. Eh bien, oui, c'était God Broom. Il a fallu trouver un balai, et puis sweep, une petite balayette, vous voyez, plus la petite pelle. Alors, franchement, ça nous intéresse ces questions. Ben oui, c'est question de comment on occupe le lieu pour lire et écrire. Mais c'est ça hier que j'avais pas vu, From Closet. Ben oui, le balai, la balayette et la pelle étaient dans le placard. Et pour Lovecraft, c'est un événement tellement signifiant, ce qui veut dire que là, on est le 7 mars, et ben que le balai, quand même, il n'avait pas dû en sortir beaucoup du placard, puisque c'est la seule chose qu'on dit. Et swept and cleaned, ça veut dire qu'on a fait le grand ménage. Voilà, ça valait le coup de venir, non ? Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi ce samedi 7 ? Il y a un petit encart là, calé juste en haut. Book business. Alors, c'est difficile d'interpréter à vide. Ce qu'on sait par les lettres, c'est que Lovecraft, évidemment, achète beaucoup chez les bouquinistes. Eh bien, il revend aussi des choses lues qu'il ne souhaite pas garder. Alors, vous savez, là, il y a un petit moment que je l'ai pas utilisé. Esti Yoshi, qui est vraiment le grand fondateur, celui qui nous permet de faire ce travail. C'est un grand ouvreur, Esti Yoshi. Édité, et même on a 2 éditions. Je suis même pas sûr d'avoir la plus récente. Faudrait que je fasse attention. Publié chez Hippocampus Press, ce catalogue des milliers de livres dont il est attesté qu'ils étaient dans la chambre de H.P. Lovecraft, College Street, à Providence, quand à 46 ans, en mars 1937, il est mort. Et comment on peut le savoir ? Eh bien, c'était ça le travail de Esti Yoshi. La tante Annie, qui doit ranger les affaires du neveu. Eh bien, Bob Barlow, qui est l'héritier testamentaire, est passé par là. Il a des listes, ça on en dispose. Il y a tel livre, tu les donneras à un tel. Il y a tel livre, c'est pour un tel. Il y a tel livre, c'est pour un tel. Donc il y a des dons comme ça que Lovecraft, se sachant mourir, fait cadeau de certains livres. Évidemment, Bob Barlow s'en est acquitté, mais lui-même était un petit peu paniqué. Mais c'est pour ça que, grâce à ça, qu'on a les livres à la John Hay Library de la Brown Providence. C'est-à-dire que lui, il se retrouve avec 1 mètre cube de papier, minimum, et 2 mètres cubes de livres, minimum. Eh bien, il va en demander le dépôt à la bibliothèque universitaire, qui est la propriétaire de Lovecraft. Lovecraft payait un loyer pour cet appartement dans le quartier de l'université. Et l'université, jusque dans les années 70, pour eux, c'est totalement lettre morte. C'est-à-dire, on a concédé, là, à accéder à cette demande parce que ce type publiait des nouvelles, là, dans les magazines populaires, mais aucun intérêt, aucune. Donc, tout ça, c'est récent. Et ensuite, qu'est-ce que fait la tante avec les livres qui restent ? Eh bien, elle demande à la voisine du dessus de lui recopier la liste des titres des livres, des auteurs et des titres. Et puis, éventuellement, l'année de publication ou l'éditeur. La brave voisine s'en acquitte, et ça, cette liste, on l'a. Et c'est ce qui a servi à Yoshi pour reprendre la liste, retrouver dans les lettres de Lovecraft, vous les apercevez, là, il y en a 1 mètre linéaire, de retrouver à quel moment il parle de telle lecture. Par exemple, l'anthologie Baudelaire qu'il avait, ou son livre de nouvelles de Maupassant, ou son livre de Huysmans, ou ses livres de Jules Verne, ou de H.G. Wells, et tant d'autres, et tant d'autres. Donc c'est un document de travail évidemment
essentiel. Mais ce qu'on sait par les lettres, c'est que quelquefois, Lovecraft, ce qu'il veut pas intéresser, ce qu'il veut pas garder, il tâche de le revendre. Puis vous savez qu'avec Kirk aussi, qui veut monter sa librairie d'occasion, on fait ces échanges. C'est tout ce qu'on saura de la petite mention. Book Business. Pourquoi c'est tout ce qu'on saura? Regardez là, sautons à samedi prochain. Le samedi 14, il écrit à sa tante Lillian à Providence et il va poster la lettre jusqu'au post office. Et on a 4 rayures. C'est très souvent que lorsqu'il écrit comme ça à la tante, vous voyez, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire où ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, wrote LDC, I want to phrase. C'est-à-dire qu'il a écrit la lettre, il a déplié ce journal, il a dû s'y mettre une journée, une deuxième journée, une troisième journée. Et là, il envoie la lettre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Eh bien, justement, un journal où il nous raconte avec beaucoup plus de détails. Et nous, eh bien, cette lettre du 14 fait encore partie de celles dont on ne dispose pas. Par contre, si je saute 3 semaines et que j'arrive en avril, voilà, ici, regardez. Right, hey, PG, j'écris à la tante Annie, et toujours les petites ratures. Eh bien, cette lettre-là du 6 avril, non seulement on en dispose, mais ensuite, on va retrouver l'appui régulier des lettres. Alors, tout ça, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est toujours pareil. Loveman et Kirk, pendant ce temps-là, c'est pas la même relation, c'est pas le même envahissement des copains depuis que Sonia est là. Donc, ils appellent, et puis Soper, c'est-à-dire qu'on va aller casser une croûte ensemble, peut-être avec les groceries. Ensuite, on a discuté. On va raccompagner Loveman à sa propre chambre dans Brooklyn et en revenant, Kirk et Howard Phillips Lovecraft montent sur un point de Brooklyn. Alors je suppose, parce qu'aujourd'hui il y a toujours plusieurs bistrots qui s'appellent Mount Terrace, c'est des endroits dans Brooklyn Heights où on a la vue de loin sur Manhattan de nuit, et ça, Lovecraft ne s'en est jamais lassé. Donc apparemment, eh bien, on s'assoit sur Mount Terrace et il revient probablement que Sonia dort déjà, se lèvera tôt et lui continuera le matin de roupiller, puisque le lendemain, ce sera up noon, lever midi. Voilà pour le 7 mars. Alors, oui, chaque fois quand on ouvre, ça se met à vibrer, mais ça se met à vibrer autant de ce qu'on ne sait pas que de ce qu'on sait. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit que ça pourrait être un petit peu différent aujourd'hui? Si je vais sur le New York Times, on n'a que 28 pages parce que là, ce samedi soir, va apparaître le numéro de week-end de 192 pages avec tous les suppléments. Et là, donc, le samedi, là, donc le numéro qui paraît, est-ce que c'est le vendredi soir ou le samedi matin de bonne heure, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'est le samedi soir qu'il y a le numéro avec les suppléments. Eh bien, on n'a que 28 pages. Évidemment, c'est très... Et quand même, alors on a toutes les histoires politiques là, dont je ne fais pas un marqueur principal, mais je suis tombé par exemple sur cet article. 2 pilotes s'échappent alors que leurs avions se percutent en l'air. Et c'est pour la première fois qu'un accrochage de 2 avions, on peut supposer que c'est des militaires, vous regarderez la copie écran, ils se percutent, les 2 pilotes vont s'éjecter et redescendre vivants en parachute. Et c'est la première fois que des parachutes sauvent la vie de 2 pilotes. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, je vais revenir à mon petit PDF. Je vais vous raconter pourquoi. Dans ce PDF, donc voici, je reprends, je commente un petit peu justement ce rapport aux journaux, ce dont on parle, ce dont on ne parle pas. Et j'ai pris un article, alors c'est ma discipline, c'est mon protocole pour cette année. Chaque jour, je traduis un article. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pris un article qui remonte à il y a 3 jours. On avait William Beebe, c'est un océanologue, et cet océanologue qu'on va retrouver plusieurs fois là, sur la route toute cette année, est en train d'explorer pour la première fois la mer des Sargasses, c'est-à-dire une mer épaisse avec des mouvements météo totalement chaotiques, avec toutes ces
des algues, et dans ces algues, toute une faune, une flore qui est à découvrir, et puis des événements probablement volcaniques dessous. Il y a le triangle des Bermudes où les bateaux peuvent disparaître corps et biens. Et là, il y a eu donc avant-hier un compte-rendu, mais on était débordés. C'était l'investiture du président Coolidge. On a en liaison radio, et ça, c'est une grande première, de l'Arcturus, depuis la mer des Sargasses, envoie un rapport d'exploration. Nous pouvons vous assurer que nous ne rejetons rien à l'eau de ces étranges découvertes marines, du moins sans que l'équipe scientifique du navire ne l'ait soigneusement étudiée. Il y a 5000 mètres d'eau sous notre coque. Cela stupéfie une partie de l'équipage de penser à ce que cette profondeur signifie. Nous surveillons notre drague quand nous la descendons au fond de la mer. Pendant 3 heures, le câble se déroule avant qu'il atteigne le fond. Nous le laissons pendant 3 autres heures à la remorque de l'Arcturus. Cette drague comme un filet à huître avec des protections en haut, en bas, le câble est épais, etc., etc. Et donc, vous voyez, on n'a pas d'appareil électronique, on n'a pas de sonar, on n'a pas de radar. Eh bien, en même temps, cet imaginaire sous-marin, prenez cette nouvelle totalement embryon de Lovecraft qui s'appelle Dagon. Dagon, tout d'un coup, le fond de la mer remonte à la surface, on découvre une espèce d'île et des structures immergées qu'on va aller explorer. Prenez Cthulhu. Et alors Cthulhu, tout se passe dans le fond de la mer. Donc cet imaginaire de Lovecraft, il ne s'agit pas de dire « Oh ben il a pris l'article ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça veut dire que quand tu travailles à faire récit imaginaire, et ça vaut pour Jules Verne aussi, on travaille sur le fantastique, point à la ligne, on travaille sur la littérature dans son absolu, eh bien quand ça émerge là aussi, eh bien c'est justement de quoi on est lesté, quelles sont les harmoniques qui nous portent pour que ce point devienne le lieu de l'imaginaire en récit. Arthur Gordon Pym de Edgar Poe, qui s'en va à la vitesse folle vers l'Antarctique, la notion de grand fond ne préoccupe pas Edgar Poe. Là, tout d'un coup, il y a ça. Il nous a rapporté de 5000 mètres de fond la tentacule d'un poulpe rouge. Chez Lovecraft, les poulpes ne seront pas rouges. Mais à quoi ressemblera Cthulhu ? Alors cet article, je voulais qu'on ne l'oublie pas, j'ai mis 2 choses là que vous pouvez évidemment voir avec bien plus de détails sur le PDF. Une photo là de ce navire océanique de l'Arcturus à vapeur, avec tout son matériel, et une coupe, une très belle vue en coupe de l'Arcturus avec comment il est aménagé pour les expéditions scientifiques, et puis un portrait là de William Beebe. Mon pauvre Babe Ruth, qu'on suit, qui est un de nos marqueurs, c'est qui est presque l'âge de Lovecraft lui aussi, qui mourra jeune lui aussi, mais qui est peut-être l'homme le plus célèbre de l'époque en tant que grand joueur, le meilleur des joueurs de baseball, voilà, qui se fait prendre dans une histoire de trafic sordide de Paris, l'histoire des 2 pilotes. Et là, eh bien, j'ai anticipé sur le New York Times de demain. Si j'y reviens, parce que demain, on a du matériau, on en a. Alors demain, on sera le mars 8 1925. Et on a effectivement demain 192 pages. Et dans ces 192 pages, on va se rendre directement, je crois que c'est vers la page 114. Je reviens en arrière, en avant, ça va être juste un petit peu après. Vous voyez qu'on aura des tas de choses à regarder. Et il y a cette page. Et cette page, c'est la vie de New York à 4 heures du matin. Et c'est un article, alors les articles du Times ne sont pas signés. C'est que le jour, il y avait même cette gamberge, est-ce que c'est Dench, l'ami de Lovecraft, spécialiste là du film en 1925, qui avait signé là cette page sur les trucages là dans les films récents. Là, non, on n'a pas le nom du journaliste ou des journalistes qui se sont associés pour faire une grande traversée de New York. Il y a Battery Park, il y a
le Van Cortlandt Park là sur Yonkers, mais il y a surtout les quartiers, évidemment, entre Bowery et Chinatown, où la nuit, c'est pas forcément bien d'y aller, en particulier près des usines à gaz, les 2 usines à gaz. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Évidemment, la traversée des quartiers plus monumentaux, le Stock Exchange qui dort, les gratte-ciel qui restent éclairés. Et on a toujours chez Lovecraft ces références. On l'a aussi dans les lettres de Kirk, comme ils aiment marcher la nuit. Alors après, ça va se centrer sur le Greenwich Village. Et là aussi, on traverse le Greenwich Village. Mais cet article, alors là encore, je l'ai repris dans le PDF. Voici la page, fac similé, et si je le prends 1, 2, 3, 4, 5 pages, c'est un article qui fait 2400 mots. Il faut se les extraire. Donc ça fait dans les 15 000 signes, si on compte, nous, à notre façon. Et pour moi, ça fait partie là de la fresque. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui ont le PDF, vous aurez... Hop là, l'ambiance et la mise en page et la typo, parce que ça aussi, ça compte. Une page, un récit, c'est une présence graphique. Mais ce récit à déplier, par exemple, ça cite Eugene O'Neill. Ce sont des camionneurs, des dockers, des chauffeurs, des déménageurs, des hommes qui travaillent avec les mains et les épaules. Ils portent une marque commune, peut-être celle de l'obscurité. Ce sont des camarades de la nuit qui semblent dire « Bien sûr, nous, les types qui travaillons à 4 heures du matin, c'est normal, non ?» Ou, comme le dirait Eugene O'Neill, ils sont à leur place. Il y a quelques aperçus aussi, par exemple, tout à la fin, sur le moment où New York, où la lumière, l'aube commence à se faire à New York, juste avant l'aube. L'endroit, les maisons sont dispersées, plus cassées, moins de fenêtres intactes. Et un peu plus loin, juste à la fin, on nous parle des maisons qui commencent à surgir comme des falaises. Et oui, Manhattan, c'est haut sur des rues étroites. Et dans ces falaises, avec les points qui s'éclairent, reste la rivière toute noire dessous et se découpe là dans la lumière de l'aube. Vous savez, ces petits châteaux d'eau qu'on trouve partout dans les toiles de Hopper sur New York. Alors, je me dis que c'était beau partage de reprendre comment Lovecraft et ses copains, pourquoi ils aiment se balader à New York entre 2h et 4h du matin. Voilà, on a ajouté un petit peu au contexte.